sur le théâtre des opérations. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette édition. D'abord, ce communiqué conjoint. La ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communiquent. Ce jeudi 20 février 2014, aux environs de 23h30, un incendie s'est déclenché dans l'immeuble de Souza, au grand marché d'Adaoulato, à Lomé. Cet incendie qui a été suivi de l'explosion de bouteilles de gaz a occasionné d'importants dégâts essentiellement en matériel, notamment des denrées alimentaires, des ustensiles et accessoires de cuisine et des réfrigérateurs consumés. Toutefois, l'intervention des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire et de maîtriser rapidement le sinistre. Selon les premiers éléments de l'enquête ouverte pour élucider les circonstances de cet incendie, il est apparu que la dalle de l'immeuble, objet du sinistre, est depuis toujours transformée en cuisine de fortune, cafétéria et bar, le tout séparé par des feuilles de tôle, où sont entreposés des matériels sensibles, notamment des bouteilles de gaz, du charbon de bois, etc. En attendant la confirmation de l'origine de l'incendie, il est probable que les feux soient partis d'une des cuisines avant de se propager à l'ensemble des hangars situés sur la dalle du dit immeuble. La ministre du Commerce et du secteur privé et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invitent les commerçants à garder leur calme et à prendre toutes les précautions de sécurité à la fermeture de leurs établissements. Il leur recommande également d'éviter d'y entreposer des matériels sensibles ou inflammables sans s'assurer au préalable de la régularité des conditions de stockage. C'est signé du ministre Yark Damran et de Madame Bernadette Essozimna Lexim Baluki. L'Institut régional d'enseignement supérieur et de la recherche en développement culturel IRES-RDEC a officiellement lancé aujourd'hui à l'auditorium de l'Université de Lomé son programme de formation doctorale en art et culture. La leçon inaugurale a été présidée par la ministre Anaté Kouméalo, art et culture au service du développement. C'est le thème qui a meublé les débats entre d'éminents professeurs des universités du Togo, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Nathalie Banégué, reportage. Les défis culturels du XXIe siècle incitent à opter pour le professionnalisme dans les spécialités telles que culture, patrimoine et tourisme, les sciences de gestion, les sciences de l'information et de la communication, les sciences de l'ingénieur, administration et coopération, puis lettres et sciences humaines. C'est dans cette logique que l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel, IRES-RDEC, a lancé officiellement ce jour son programme de formation doctorale, programme validé en septembre 2013. Un développement sans culture endogène, eh bien, nous avons pu le constater à travers des décennies que ces développements-là ne marchent pas du tout. Alors, la formation que nous venons d'instituer, nous le pensons, aidera d'ici 3 à 4 ans, quand les premiers doctorants vont sortir, à booster nos différentes économies. Il faudrait avoir un DSS, un DA ou un master, toutes disciplines confondues. Donc, ce sont les conditions de base pour pouvoir être sélectionné. La leçon inaugurale de la formation doctorale de cet institut a porté sur art et culture au service du développement, un thème développé par le professeur Assima Kwacha de l'Université de Lomé avec la contribution de ses pairs béninois et ivoiriens. Par rapport à l'aspect culturel, il faut produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Il ne faudrait pas que nous ayons honte, par exemple, de porter notre agbara ou notre mawa. C'est aussi simple que ça, que nous n'ayons pas honte de parler notre langue. Il y a tout cela. Mais tel que je l'ai expliqué, l'IRES-RDEC peut contribuer, mais l'IRES-RDEC ne peut pas seul faire le développement. À travers ce programme doctoral, l'Institut de recherche culturelle, selon la ministre Anaté Kouméalo, est un cadre privilégié de conduite de la nouvelle orientation des politiques de développement. Cette formation, qui revêt un caractère régional, nous interpelle, une fois encore, sur l'importance des arts et de la culture au service du développement. Cela nous interpelle également sur le choix judicieux de mutualiser les compétences et de renforcer la coopération entre nos pays. Et c'est là une des vocations premières de l'IRES-RDEC, celle de permettre aux Africains d'étudier ensemble sur leur propre continent, de penser ensemble leurs problèmes de développement, de créer des liens de rapprochement, d'acceptation, de connaissance, de communauté de vue, bref, les liens qui déboucheront à court et à moyen terme
sur une sorte de complicité positive, d'intelligence collective indispensable à l'intégration des peuples et au renforcement de la culture de la paix, gage de tout développement. Pour cette première promotion, 94 doctorants sont inscrits et seront encadrés par 44 enseignants des universités françaises et africaines. Parmi ces doctorants, des Ivoiriens, Nigériens, Béninois, Algériens, Gabonais et Togolais. Ce qui reflète bien la mission de l'IRES-SERDEC, celle de l'intégration africaine à travers la formation et la recherche. Début des cours la semaine prochaine et ce pour 6 semestres. Une formation qui sera évaluée avec un crédit de 180, y compris la soutenance. Pratiquement dans le même contexte de performance au niveau de l'enseignement supérieur, les universités publiques du Togo et les établissements d'enseignement supérieur privés renforcent leur partenariat. Une convention destinée à promouvoir l'excellence dans la valorisation de l'enseignement supérieur au Togo selon les normes du CAMES. Isidore Koubatine. L'enseignement supérieur au Togo, toujours dans la dynamique d'une formation de qualité au profit des apprenants. Et le contexte s'y prête bien pour sceller un partenariat entre les universités publiques et les établissements d'enseignement supérieur privés. Une coopération inclusive de partage de connaissances et d'expériences pour une formation adéquate selon les besoins du marché de l'emploi. Aujourd'hui, chacun dans son coin fait ce qu'il veut. Or, le ministère a décidé d'être beaucoup plus exigeant afin que les étudiants et les parents d'étudiants qui payent aient une formation de qualité pour leurs enfants et que leurs enfants trouvent du travail. Avec ce cadre partenarial, nous allons pouvoir maintenant, entre public et privé, créer des diplômes communs par exemple. Nous appelons ça la codiplomation, mais d'une façon différente de ce qu'on faisait avant. L'idée de regrouper les grandes institutions d'enseignement supérieur public et privé du Togo est ici saluée par le gouvernement togolais qui voit déjà dans cette démarche la maturité des universités togolaises à répondre aux recommandations du CAMES. L'une des recommandations du Conseil présidentiel sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche qui s'est tenu au mois de novembre passé est la réorganisation des offres de formation afin que celles-ci s'adaptent tout à la fois aux besoins du marché et aux nouvelles exigences de la recherche universitaire. Nous pensons que ce partenariat permettra également de relever ce défi et d'aller dans ce sens. Pour le monde universitaire, le souhait est de voir cette synergie des institutions d'enseignement supérieur regroupées au sein de la Convention pour l'excellence et la valorisation de l'enseignement supérieur au Togo apporter un nouveau souffle dans la perspective d'une formation qui répond aux attentes des demandes sur le terrain de l'emploi. Ça y est, le guichet unique pour le commerce extérieur est opérationnel. C'est un système sophistiqué qui facilitera les transactions commerciales dans le pays et permettra non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire les coûts de transit des marchandises au port et à l'aéroport. L'exploitation de ce nouveau système est concédée à la société Sojet, un leader mondial du guichet unique portuaire. Un guichet unique pour le commerce extérieur au Togo. Système innovant qui rendra l'économie togolaise plus compétitive sur le marché international. La mise en œuvre de ce dispositif permettra l'amélioration du climat des affaires en vue d'accélérer la croissance économique nationale. Le bureau Veritas Bivac et l'entreprise Sojet, leader mondial du guichet unique portuaire, assurent l'exécution du projet. C'est un système qui, de manière très brève, va collecter les données de l'extérieur par éventuellement des interfaces avec d'autres systèmes, comme le système de la douane, du port, etc., comme on l'a cité, qui va également, et qui va, une fois ces données collectées, va les agréger, donc va les rassembler, va recoller, je dirais, les morceaux, et les mettre à disposition des gens qui en ont besoin. La mise en place de cet outil de facilitation du commerce, au-delà du verrou qu'il constitue contre la corruption pour mieux suivre la traçabilité des recettes du pays, offre également une kyrielle d'opportunités aux opérateurs économiques, tant publics que privés. Il s'agit de nous permettre de faire face sur le territoire national à des produits qui ont passé des barrières obligatoires, des barrières de contrôle en termes de qualité,
des barrières donc en termes de respect des règles et des procédures, tout ce qui est tarification douanière et autres taxes, pour pouvoir avoir réellement affaire à des produits réellement compétitifs. Et après la mise en place de ce guichet, que ce soit les acteurs publics comme privés, verront leurs procédures accélérées, facilitées et sortiront les marchandises en un temps record. Il y aura un gain en argent, en temps et en facilitation. À terme, ce projet ambitionne de renforcer l'économie nationale et à améliorer le classement du Togo dans l'index de la compétitivité de la Banque mondiale. L'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour toutes et tous. C'est le thème retenu au plan mondial pour célébrer le 8 mars, Journée internationale de la femme. En prélude donc à l'événement, le ministère de la Promotion de la Femme a tenu une rencontre d'information et d'échange avec les différents acteurs concernés par cette célébration. Albertine Yakin. La Journée internationale de la femme, qui sera célébrée le 8 mars prochain, est une opportunité pour le gouvernement de mobiliser les acteurs de la société civile, les organisations non gouvernementales, les syndicats, les partenaires techniques et financiers pour un partage des préoccupations quotidiennes des femmes. Les femmes togolaises représentent une part active dans l'économie togolaise. Lorsque la femme a une autonomisation, son autonomisation, elle contribue à beaucoup de choses. Donc il est de bon ton pour qu'on puisse les impulser. L'autonomisation économique de la femme, c'est le progrès pour toutes et pour tous. Choix national du thème de l'année qui, selon la ministre de la Promotion de la Femme, appelle à plus de protection sociale de la femme. En effet, l'autonomisation économique des femmes est essentielle pour renforcer la jouissance effective des droits des femmes. Par exemple, l'autonomisation économique de la femme lui permet de se protéger des violences perpétrées à son égard. Cette même autonomisation économique de la femme permet à la femme de soutenir l'éducation de ses enfants, et particulièrement celle des filles qui paient un prix très élevé au niveau de leur scolarisation quand les revenus familiaux sont faibles ou quand ils baissent. C'est en tenant compte de ces réalités que le gouvernement a choisi de se focaliser sur l'autonomisation économique de la femme comme porte d'entrée pour des progrès pour toutes et pour tous. Des stratégies novatrices en matière d'investissement pour permettre aux femmes d'entreprendre des activités économiques est une contribution au progrès. Ce sont des orientations relatives à la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi soutenue par les pouvoirs publics pour le mieux-être de tous. Opération de désengorgement des voies publiques. Celles-ci sont encombrées par des étalages, kiosques et hangars, ce qui n'est pas du goût de la municipalité de Lomé et de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe, qui ont dû recourir à la manière forte après plusieurs périodes de sommation. Clarisse Aticlé. Attroupement inhabituel sur le tronçon rond-point douane à Dido-Gomé jusqu'au carrefour Limousine. Des passants regroupés qui assistent à la destruction des kiosques, hangars, baraques et auvents qui occupaient de façon anarchique les abords de cette voie. Cette opération de désencombrement a été effectuée par les agents de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. Surpris, les tenanciers de ces boutiques et baraques de fortune tentent désespérément de sauver ce qui peut encore l'être. Ils aimeraient bien qu'une solution alternative soit proposée pour leur permettre de reprendre leurs activités. Donc il y a un monsieur là-bas, il dit qu'il n'a rien à dire, qu'on nous a demandé de partir comme ça, quoi. On n'a qu'à dire quelque chose. Si on peut payer, mais dit de partir, on va aller où? Même opération sur l'avenue Amema Kalibla, tronçon qui part du marché à Moutivé jusqu'à l'avenue Agustino de Souza. Cette fois-ci pilotée par les agents de la mairie de Lomé. Cette descente sur le terrain fait suite au communiqué fixant le délai d'exécution du désengorgement des voies au 15 février dernier. C'est regrettable que notre population ne comprenne pas que nous avons besoin de circuler librement et que ceux qui les piétons n'ont pas à passer sur la chaussée. Il y a des marchés qui sont réalisés à grands frais. On peut se retrouver dans ces marchés. Si nous voulons avoir
une ville propre, une ville qui est saine. Ce n'est pas nos comportements quotidiens. Mais on a déjà mis des panneaux depuis longtemps pour demander à tous ceux qui ont illégalement mis des hangars sur le boulevard. Mais jusqu'alors, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore arrivés à nous comprendre. Le développement ne doit pas être accompagné de l'indiscipline. Si nous voulons vraiment aller de l'avant, il faut la discipline. Pour les délégations spéciales de la ville de Lomé et de la préfecture du Golfe, cette opération va se poursuivre. Il faut donner une belle image aux voies que le gouvernement construit à grands frais. Elles comprennent bien l'amertume des tenanciers des kiosques de fortune, mais affirment qu'on ne peut pas transformer les voies publiques et trottoirs en un lieu de commerce. Cap sur la région centrale, la marque Buljona nous relate l'inauguration d'un nouveau centre d'information et de documentation sur les droits de l'homme. Reportage. La création de ce centre d'information et de documentation sur les droits de l'homme et la paix à Sokodé a été possible grâce au programme des Nations Unies pour le développement PNUD, l'Union européenne et la Société de téléphonie mobile Togo Cellulaire, initié par le Haut Commissariat aux droits de l'homme HCDH. Son inauguration, qui a rassemblé d'imminentes personnalités, permettra à la population de renforcer ses capacités en matière des droits humains. C'est un outil que nous avons mis à la disposition de la population de cette région pour renforcer leur capacité, leur connaissance sur les questions des droits de l'homme et de la paix, les questions de citoyenneté, pour contribuer encore plus dans la prévention de conflits et de mécontentes que nous pouvons avoir dans la société. Je suis très contente d'être ici à Sokodé aujourd'hui, d'avoir vu une partie du pays et d'avoir eu l'honneur d'inaugurer avec son Excellence le ministre des Droits de l'Homme ce centre d'écoute, d'information et de documentation sur les droits de l'homme et la paix. Il s'agit là d'un aspect important pour un pays comme le Togo, où il y a besoin de renforcer les connaissances de la population sur quels sont leurs droits pour qu'ils puissent en jouir. Le ministre des Droits de l'Homme a, dans son discours de circonstance, donné la position du Togo par rapport aux droits de l'homme. Le gouvernement togolais, sous l'autorité du chef de l'État, mesure à sa juste valeur l'importance des droits de l'homme dans l'édification d'une société démocratique. Cependant, le poids des mentalités antagonistes et l'histoire de chaque pays constituent de véritables défis qu'il convient de relever à travers les vertus du dialogue, de tolérance et de paix. Nous entendons donc œuvrer davantage pour promouvoir une citoyenneté responsable à travers la culture des valeurs et l'éthique des droits humains. Le centre inauguré comprend une salle de réunion, des bureaux et une salle d'information et de documentation équipée d'ordinateurs. Les chefs traditionnels et religieux poursuivent la mise en œuvre des engagements pris au terme de la déclaration de Nochen. C'est pour bannir ou alléger certaines pratiques sociales et culturelles préjudiciables aux enfants. Ceux des régions maritimes et des plateaux s'étaient réunis à Nochen précisément sur le site historique des peuples évés pour consulter les oracles à ce sujet. Suivez ce reportage d'Arnold Kiliou. Plusieurs heures de consultation des oracles, les chefs traditionnels et religieux ont obtenu gain de cause. Les ancêtres ont accordé l'autorisation d'alléger certaines pratiques socio-culturelles préjudiciables aux enfants au Togo. Les enfants ne seront plus placés dans les couvents durant l'année scolaire, mais en vacances. Un pas vient d'être franchi vers l'élimination progressive des pratiques néfastes qui affectent les enfants. À partir de maintenant, les prêtres vaudous doivent faire la cérémonie pendant les vacances et libérer les enfants. S'il y a quelque part, le vaudou doit garder l'enfant plus de 2 mois, 3 mois, ce qui va dépasser le temps des vacances, il appartient à ce prêtre-là d'échelonner la faisabilité, c'est-à-dire 2 mois et à un autre moment, l'année prochaine, faire encore 2 mois pour que
les cérémonies-là soient accomplies dans un temps qui ne va pas gêner non plus les vaudous, qui ne va pas gêner non plus les enfants à l'école. Cette consultation, indispensable pour tous les teneurs de la tradition et des croyances ancestrales, est suivie de rites traditionnels au cours desquels des sacrifices demandés par les divinités sont faits au sanctuaire d'Agbogboumé. Après plusieurs formations sur les droits de l'enfant dont ont bénéficié les chefs traditionnels et religieux, ils sont plus que jamais engagés à soutenir le mécanisme de protection de l'enfant depuis la déclaration dite de Notien qu'ils ont signée en juin 2013, considérée comme une feuille de route pour la protection de l'enfant et le respect de ses droits en milieu traditionnel au Togo. On va s'intéresser maintenant à ces pratiques culturelles néfastes aux enfants. Elles constituent une violation pure et simple de leurs droits selon les instruments juridiques qui les protègent. Christine Petit-Caluté. L'excision, les mariages forcés et précoces, le couvent obligatoire pour des enfants, autant de pratiques sociales et culturelles qui affectent dangereusement l'avenir des enfants. Le taux de mariage précoce en milieu urbain, selon une étude réalisée en 2012, est de 19%, 2 fois plus élevé en milieu rural. L'article 21 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant ratifié par le Togo qualifie toutes ces pratiques de néfastes. Ces pratiques portent atteinte à la dignité de l'enfant, disons en quelque sorte à la dignité humaine. Dans nos zones d'intervention, nous sommes parfois sollicités en tant qu'organisation de défense des droits de l'enfant à intervenir sur les problèmes de pratiques traditionnelles néfastes que les communautés rencontrent. Même nous connaissons tout ce qui se passe dans le couvent, où c'est un milieu fermé, où l'enfant n'a pas le droit d'accéder à certains services sociaux. Un enfant qui est marié précocement, alors que l'enfant n'a pas l'âge mature pour se marier, je ne crois pas que d'abord ça prive l'enfant de pouvoir développer son projet individuel. Ça déstabilise même l'enfant dans son développement personnel. Les parents ou toute autre personne qui ont la charge d'un enfant sont responsables de son bien-être. Ils ont le devoir de ne jamais perdre de vue l'intégrité et la dignité de l'enfant. Nous voulons que les enfants aillent à l'école, ne perdent pas leur vie dans les couvents, leur avenir dans les couvents. Ça ne nous arrange pas, ça n'arrange pas le pays. Le gouvernement a pris conscience du phénomène et toutes les actions qui ont été menées jusqu'à ce jour, nous les saluons et nous sommes là aussi pour accompagner l'action du gouvernement pour que vraiment ces pratiques soient définitivement radiées. Seule une mobilisation et une responsabilisation de tous permettront aux enfants d'être protégés non seulement contre ces pratiques néfastes, mais aussi contre tous les autres abus qui sapent leur épanouissement harmonieux. Ils pourront ainsi bénéficier d'un environnement propice, protecteur, qui leur permettra de réaliser leur potentiel. Les enfants sont aussi la proie de certaines maladies comme le paludisme, surtout s'ils ne sont pas protégés au niveau des ménages par une prévention efficace. D'ailleurs, une politique nationale sur le traitement du palud est mise en œuvre au Togo. Grâce à elle, des tests d'efficacité thérapeutique sont souvent effectués sur des médicaments antipaludiques, comme en témoigne ce reportage de Aliou Ouro Titiri. Dans le souci de suivre l'évolution de la résistance des parasites responsables du paludisme, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé à l'État togolais de faire chaque 2 ans le test d'efficacité thérapeutique des médicaments antipaludiques. Et c'est dans cette logique que le ministère de la Santé et ses partenaires impliqués dans la lutte contre cette maladie sont en session à Lomé pour présenter les résultats obtenus après la dernière enquête sur l'efficacité thérapeutique de ces médicaments. Le premier élément, c'est que tout cas de fièvre n'est pas paludisme. Comme on vient de le remarquer, 50% des enfants qui ont été reçus dans les centres de santé qui constituent nos sites de surveillance du paludisme ne sont pas des cas de paludisme. Le deuxième élément essentiel, c'est que les 2 médicaments antipaludiques que notre politique a retenus et que l'État met à disposition de la population restent très efficaces dans le pays.
3 villes du Togo, notamment Niamtougou, Sokodé et Lomé, ont retenu l'attention des spécialistes. Les sites sont choisis en fonction des régions sanitaires que dispose le ministère de la Santé. Nous en avons 6. Okay? Et donc, comme nous savons que les médicaments sont efficaces, régulièrement nous choisissons 3. Une année, et l'année qui suit, nous choisissons les 2 autres. Donc cette année, c'est fait que nous avons choisi les 3 et nous faisons de sorte que le profil du paludisme au niveau de 3 que nous avons choisi ou des 2 soit différent pour pouvoir comparer. Le partage des résultats du test d'efficacité thérapeutique des médicaments antipaludiques retenus par la politique nationale de traitement du paludisme au Togo permettra aux acteurs de mieux définir les stratégies de riposte face à la résistance des souches plasmodiales. En Centrafrique, la situation sécuritaire est toujours précaire. Les forces africaines et celles de l'opération Serval sont débordées. L'ONU réclame l'envoi de 3 000 hommes supplémentaires sur place. Les militaires français de la force Sangaris se déploient à l'intérieur de la Centrafrique. Première étape, l'ouest du pays pour sécuriser le principal axe de ravitaillement de la capitale. Une présence qui vise à rassurer les populations civiles et désarmer les miliciens de tous bords. Beaucoup viennent maintenant dans les villages et prétextant appartenir à telle ou telle milice d'autodéfense, se livrent tout simplement à des exactions sur la population, c'est-à-dire des actes criminels ou crapuleux. Et ces gens-là, il faut qu'on les arrête. Mais cette sensibilisation ne suffit pas à ramener calme et sécurité dans le pays. La coordinatrice des secours d'urgence de l'ONU, Valérie Amos, accompagnée d'une délégation, a pu s'en rendre compte sur le terrain, à Bossangoa. Dans cette ville, depuis des mois, des milliers de déplacés, chrétiens comme musulmans, vivent dans la peur et l'insécurité. Des civils innocents de toutes les communautés ont vu et fait les frais d'une violence indescriptible. Ces gens ont tellement peur qu'ils dorment dans la brousse, sont dans les sites de déplacés ou ont été contraints de fuir leur pays. Selon cette délégation, il n'y a pas assez de troupes sur le terrain. En écho, depuis New York, le secrétaire général de l'ONU a lancé un nouvel appel à la communauté internationale. Je demande que les forces de l'Union africaine et les troupes françaises déjà présentes se redéploient rapidement à travers le pays et qu'il y ait en renfort au moins 3000 soldats et policiers. L'ONU demande que ces renforts arrivent dès que possible et soient dotés de moyens aériens. Il s'agirait d'une étape intermédiaire avant le déploiement de casques bleus en Centrafrique. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC avait mobilisé au cours des années 2006 et 2010 un fonds levé à 24,14 milliards et 42 milliards de francs CFA sur le marché financier. Et pour accroître ses actions de développement, la banque lance de nouveau en cette année, en ce début d'année, un nouveau projet d'emprunt obligataire par appel public à l'épargne du 18 février au 18 mars. Pour se doter de plus de moyens et contribuer efficacement au développement économique de certains axes importants, notamment les infrastructures, l'agroalimentaire, l'industrie, l'hôtellerie, la Banque d'investissement et de développement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, BIDC, sollicite un prêt d'un montant de 40 milliards auprès du grand public. Un prêt fixé à 10 000 francs CFA à un taux d'intérêt de 6,5% l'an pour une durée de 7 ans. Cette nouvelle vision stratégique dispose pour... C'est un emprunt qui offre plusieurs avantages. Donc le premier avantage, c'est le taux d'intérêt. Donc compte tenu de la défiscalisation de ces titres, c'est un taux d'intérêt net de 6,50 qui est un taux très compétitif. Donc avec une périodicité semestrielle, chaque semestre vous recevrez une partie des intérêts et également le capital, la BIDC ne va pas attendre la maturité des 7 ans. Au bout de la deuxième année, vous recevrez 1/12 du capital chaque semestre. Présente depuis 1999, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO contribue à la création des conditions de développement économique des États membres. Elle participe à la ligne de crédit aux banques locales en vue d'assister les microfinances à des opérations de financement à court terme. À cette troisième édition, après celle de 2006 et 2010, le délai de mobilisation de fonds est fixé du 18 février au 18 mars 2014. Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants communique.
Un concours de recrutement des élèves officiers médecins de l'école du service de santé des armées de Lomé est ouvert aux jeunes gens de deux sexes. Ce concours se déroulera les 6 et 7 mai 2014 à l'école de la gendarmerie nationale à Lomé. Pour plus d'informations, veuillez consulter Togo Presse. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche informe les chefs d'établissement du secondaire et les candidats retardataires qu'aucune dérogation pour l'inscription à l'examen du baccalauréat deuxième partie de la session de juin 2014 ne sera plus accordée après le 28 février 2014. Par ailleurs, il rappelle aux candidats libres qu'ils doivent consulter les listes provisoires dans leur centre d'écrit du 10 au 20 mars 2014 pour d'éventuelles rectifications de leurs identités. Communiqué du ministre du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Conscient du rôle important que doit jouer la jeunesse dans le processus de développement économique et social de notre pays, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, s'est engagé dans la recherche des meilleures stratégies en vue de créer les conditions idoines capables de favoriser la participation pleine et active des jeunes à la vie de la nation. C'est dans cette perspective que le Conseil national de la jeunesse a été mis en place en 2008, ainsi qu'un bureau exécutif national élu pour un mandat de 3 ans à la suite d'un processus auquel on prépare différentes organisations de jeunes. Face aux difficultés du bureau exécutif national à organiser le renouvellement des démembrements du CNJ arrivés au terme de leur mandat depuis 2011, le gouvernement a demandé au bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse de procéder dans les meilleurs délais au renouvellement de ces différentes instances. Le processus a été lancé en mai 2012, mais malheureusement, les différentes phases de renouvellement ont été émaillées de graves irrégularités et des cas de fraude. Face à cette situation qui remet en cause la crédibilité de tous les organes issus de ce processus et pose un problème moral et éthique, le ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes décide d'annuler purement et simplement tout le processus. Les dispositions sont prises pour reprendre le processus de renouvellement dans des conditions plus transparentes. Voilà, cette série de communiqués met fin à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Des études doctorales en développement culturel, c'est désormais possible au Togo grâce à l'IREC-RDEC, l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel. L'information a été rendue publique ce vendredi. Le ministère de la Promotion de la Femme donne un avant-goût de la célébration du 8 mars à travers une rencontre d'information entre différents acteurs. Thème retenu pour cette année, l'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour toutes et tous. En Centrafrique, le calme tarde toujours à revenir. L'ONU préconise le déploiement de 3000 hommes supplémentaires sur le théâtre des opérations. Ne zappez surtout pas, vous êtes sur la télévision togolaise et c'est l'heure des prévisions météorologiques. Bonsoir. Le front intertropical a partiellement perdu en latitude sur les pays du golfe de Guinée et se situe entre 7 et 11 degrés nord au Togo. Il occupait déjà ce matin une position moyenne à 8 degrés 17 passant par Sotoboa. La région